Alors, le chemin proposé par le PTEF, il s'articule principalement autour de 4 grands axes qu'on a priorisés consciemment dans cet ordre-là. Le premier, c'est de faire preuve de sobriété dans les constructions neuves. Le second, de massifier la rénovation énergétique globale et performante. Le troisième, de décarboner la chaleur. Et le quatrième, de mobiliser le bâtiment comme puits de carbone et puis plus généralement de décarboner l'acte constructif en général, donc en incluant la rénovation. Euh, donc ce premier axe, faire preuve de sobriété dans les constructions neuves. Donc évidemment, c'est essentiel pour le sujet qu'on mentionnait à la fin de l'état des lieux, qui est le sujet de l'artificialisation des sols. Là, on retrouve une partie aussi de la pensée systémique qu'on essaye d'avoir au sein du PTEF, qui est de voir comment ça va interagir avec notamment les mobilités, en particulier les mobilités quotidiennes, parce que étendre les villes, ça veut dire aussi étendre les trajets, et si on le fait de manière pas assez dense, de manière plutôt captive de la voiture. Ça veut dire aussi rogner en partie sur les terres agricoles, dans un contexte aussi où les rendements pourraient baisser, vont baisser du fait du changement climatique. Donc, en tout cas, il y a tous ces sujets-là, et il y a le sujet qu'en soi, construire a quand même un impact important. Le bâtiment est un énorme générateur de déchets, et en termes d'impact carbone, on reviendra dessus tout à l'heure, mais c'est loin d'être négligeable. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe concrètement? On a chaque année à peu près 240 000 nouveaux ménages qui se créent en France. Donc, ça, c'est lié à la décohabitation, donc le fait que tout simplement, enfin, qu'il y ait maintenant peut-être plus de divorces, que les enfants partent étudier plus tôt de chez leurs parents, qu'on n'accueille plus les personnes seules, les personnes âgées seules à la maison, etc. Donc globalement, on tend à avoir besoin de plus de logements par personne et de plus de surface par personne, on le voyait tout à l'heure. Et ça tient aussi tout simplement à la démographie, au nombre de naissances et de décès. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est ce que matérialise la petite flèche noire sur la gauche du graphique, c'est que entre ce nombre de ménages qui se créent chaque année et le nombre de logements qu'on construit, qui est plutôt proche de 400 000 en moyenne sur les dernières années, eh ben on a un différentiel qui est important. Donc 240 000 à 390 000, donc 150 000 logements de différentiel. Ça, c'est assez logique, hein. Ça s'explique par notamment la petite carte que je montrais tout à l'heure sur la vacance. Ça s'explique par le fait qu'il y a des territoires qui sont plus attractifs que d'autres, au premier chef du fait de l'emploi, et aussi du fait de la transformation des modes de vie. Et donc, on a des territoires métropolitains dans lesquels on ne va pas avoir assez de logements, et donc il va falloir en construire pour abriter les personnes qui veulent venir plutôt du milieu rural vers les métropoles. Après, ça, c'est une grosse tendance. Bien sûr, ça ne traduit pas la dynamique de l'ensemble des communes françaises. Donc, globalement, ce qu'on voit là-dessus, c'est que la démographie, à horizon 2035 et ensuite jusqu'à 2050, elle va être de moins en moins vive, a priori. En tout cas, c'est ce que prévoit l'INSEE. Donc, sauf gros revirement sur les politiques d'immigration, ça devrait à peu près suivre cette trajectoire. De ce fait-là, on devrait avoir moins besoin de créer des nouveaux logements chaque année. Et donc, au sein du PTEF, on a pris une trajectoire qui descend du niveau actuel d'environ 400 000 logements par an à environ 250 000 logements par an à horizon 2050. Cette trajectoire, vous voyez qu'elle est, c'est les points. Alors, ce qu'on voit avec les points bleus ici, c'est la trajectoire qui est modélisée dans la stratégie nationale bas carbone. On voit que notre trajectoire, finalement, est un peu moins restrictive que cette stratégie nationale bas carbone, du fait de la façon dont on a compris la dynamique démographique. Mais en tout cas, voilà, en termes d'ordre de grandeur, on n'est pas très loin de ces prévisions-là aussi. Et donc, le sujet de la construction de logements neufs, c'est quand même, à partir de 2035, un vrai sujet, notamment pour la question de l'emploi, dont on parlera rapidement à la fin, parce que voilà, c'est un gros générateur d'emploi, et continuer à construire trop de logements pour typiquement maintenir l'emploi, ce serait pas forcément positif du fait des impacts importants que ça génère. Donc, la quantité de construction neuve, ça reste un levier très important à considérer, à ne pas oublier,
qui est cependant, je dirais, secondaire par rapport aux autres leviers qu'on va voir après, mais qu'on a mis en premier parce qu'on est sur une sorte de primum non nocere, c'est-à-dire ne pas s'ajouter de difficultés à la trajectoire de décarbonation. On avait d'ailleurs travaillé là-dessus sur plusieurs trajectoires. Une trajectoire haute qui serait le maintien du rythme actuel et donc de l'emploi actuel, mais ça voudrait probablement dire qu'il faudrait soutenir le secteur du logement et ça créerait des impacts environnementaux complémentaires. Une trajectoire médiane qui est celle que je viens de vous présenter, qui suit plutôt la démographie. Et puis, on avait travaillé aussi sur une trajectoire basse, qui celle-ci n'est possible que dans le cadre d'une territorialisation assez différente de l'économie, qui pourrait être celle proposée par le PTEF. Mais ça, c'est une trajectoire qu'on se garde, disons, sous le coude pour potentiellement la préciser dans la mesure où on aura avancé sur les autres secteurs et qu'on saura un petit peu mieux comment on transforme l'emploi et comment on transforme l'aménagement du territoire. Dans tous les cas, vous voyez ici, dans toutes les trajectoires, on réduit quand même assez rapidement la quantité de maisons individuelles qu'on construit chaque année pour des raisons d'artificialisation. Je vais peut-être accélérer un petit peu. Vous m'envoyez désolé, mais vous pourrez me poser des questions dans le chat. Deuxième point, qui est probablement le plus important, enfin deuxième point et troisième point qui sont probablement les plus importants, massifier la rénovation énergétique globale et performante, et donc qui s'articule avec le point d'après, qui est de décarboner l'énergie, et en particulier la chaleur utilisée dans le logement. Donc, massifier la rénovation énergétique globale et performante, ça veut dire, en termes d'échelle, hein, pour avoir une idée de grandeur, multiplier quasiment par 100 l'effort de rénovation qu'on fait avec le bon niveau de performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez quelques dizaines de milliers de logements qui, chaque année, sont rénovés à des niveaux de performance qui sont compatibles avec nos ambitions à 2050, donc qui arrivent à des étiquettes A ou B du DPE. C'est un niveau qu'on appelle globalement BBC rénovation, donc BBC comme bâtiment basse consommation. Et donc ça, on en fait quelques dizaines de milliers chaque année. Il faudrait plutôt passer à 1 million aujourd'hui, chaque année, avec une petite trajectoire de montée en puissance, si on veut réussir à tenir ces objectifs, qui étaient d'ailleurs à un moment les objectifs gouvernementaux. Aujourd'hui, vous verrez peut-être des chiffres qui vous disent qu'on fait beaucoup plus de rénovation que ça. C'est vrai. Il y a plusieurs millions de logements qui, chaque année, font des gestes de rénovation, mais le problème, c'est justement qu'ils font des gestes de manière isolée, de manière peu cohérente et sans vision globale sur une trajectoire à long terme d'économie d'énergie et de décarbonation du logement, qui fait qu'on risque à un moment, alors déjà, on ne diminue pas du tout autant qu'on le pourrait les consommations, et puis on risque à un moment d'être bloqué dans la trajectoire de réduction et donc de ne pas réussir à décarboner complètement le logement comme il le faudrait. Ce qui est important de dire sur cette trajectoire-là, où on voit que la pente d'accélération est assez raide, c'est qu'en fait, on arrive un petit peu, c'est une trajectoire qu'on a choisi de suivre dans le PTEF parce qu'elle nous semble être la plus raisonnable et la plus intéressante. C'est celle qui nous permet de décroître la pression sur le système énergétique au maximum et donc de se donner les marges pour construire un système énergétique résilient et décarboné. Mais on va dire qu'on arrive un petit peu dans les dernières années où c'est encore possible d'avoir l'ambition de suivre une telle trajectoire. Pour mobiliser les compétences, les emplois dans de telles proportions, on pense que ça va devenir probablement compliqué si on n'arrive pas à déclencher ça dans les années qui viennent. Donc, je disais, ça s'articule avec le sujet de la décarbonation de la chaleur, puisque la rénovation, c'est quand même en général le bon moment pour changer de mode de chauffage, notamment pour tous ces logements, donc c'est cette moitié des logements en France qui sont chauffés aux énergies fossiles. On voit hein, dans les trajectoires qui sont présentées là sur les deux graphiques de gauche, à partir de la petite barre de 2020, vous êtes ici, on a quand même une inflexion assez sensible des trajectoires sur le type de chauffage qu'on doit se mettre à installer et à modifier dans les logements. Typiquement, alors le fuel, il est plutôt en train d'être retiré des logements, mais le problème, c'est qu'il est plutôt aujourd'hui remplacé par du gaz dans pas mal de cas. Et le gaz est loin d'être une énergie décarbonée. On a le sujet du biogaz, mais le logement étant un secteur où on a la capacité de s'en passer sans pari technologique,
on va plutôt essayer de s'en passer au maximum, à part, on le voit ici, dans quelques logements collectifs qui restent en 2050 pour des questions de difficultés techniques, mais à part sur ces logements-là, on va essayer de s'en passer au maximum pour libérer une enveloppe de biogaz qui va pouvoir servir à décarboner d'autres usages où ça va être très dur de faire autrement, donc typiquement dans l'industrie, etc. Voilà, donc ces modes de chauffage, ils reposent très principalement sur la sortie des fossiles qui sont remplacés par des pompes à chaleur, différents types de pompes à chaleur, y compris des pompes à chaleur hybrides qui reposent encore un petit peu sur le gaz, mais qui en brûlent très peu. Et puis sur des réseaux de chaleur qui sont, eux, alimentés en chaleur fatale et renouvelable parce que voilà, les réseaux de chaleur, en milieu urbain dense, ils ont un certain nombre de qualités qui nous permettent d'aller chercher de la chaleur renouvelable et décarbonée, avec la difficulté organisationnelle qui est de connecter le bon nombre de logements. Et ça implique de synchroniser des opérations d'urbanisme avec des opérations de rénovation. C'est assez compliqué et donc il y a un effort de connaissance et de volonté de la part des opérateurs qui, en l'occurrence, sont les collectivités et certains opérateurs parapublics, qui est à lancer assez rapidement parce que les projets de réseau de chaleur mettent de l'ordre de la dizaine d'années à sortir. Donc, si on veut réussir à en sortir suffisamment à horizon 2050, en connectant, comme on le voit dans la partie orange de la courbe du bas, suffisamment de logements, c'est-à-dire qu'on va multiplier par 5 à peu près le nombre de logements qui sont aujourd'hui raccordés. Donc ça, c'est quelque chose qui est très ambitieux. Voilà, en tout cas, ces deux, donc ce qu'on a vu avant sur la rénovation performante des logements et ce changement de mode de chauffage, ça aboutit à une trajectoire de consommation des logements où toutes les consommations qui sont liées au chauffage baissent largement. Hein, c'est globalement ce qu'on voit avec la partie du gaz et du fioul qui sont largement économisées et remplacées. Alors là, on regarde les consommations de l'ensemble des usages. Donc, on a l'électricité qui se maintient parce qu'à la fois, on utilise un petit peu de chauffage Joule, donc des convecteurs, mais surtout plutôt des chauffages radiants qui sont plus efficaces, et puis, mais en tout cas qui permettent de chauffer directement à l'électricité. On les utilise de manière modérée, et puis on a les pompes à chaleur qui viennent s'alimenter quand même sur ce chauffage, et puis surtout, on augmente la surface du parc, et donc on augmente les usages, tous les usages domestiques, hein, ça va être la cuisson, ça va être passer l'aspirateur, le frigo, l'ordinateur, la télé qui consomme beaucoup, etc. etc. Donc, d'où ce bandeau électrique qui se maintient, alors que globalement, tout le reste a plutôt tendance à baisser. Une bonne nouvelle dans cette trajectoire, c'est que la quantité de biomasse nécessaire pour le bois énergie, elle a plutôt tendance à baisser. Et donc, on ne va pas rajouter de pression par rapport à aujourd'hui sur la ressource bois-forêt, qui est une ressource stratégique dans le cadre d'une décarbonation. On le verra probablement sur d'autres secteurs lorsqu'ils seront présentés, donc agriculture, industrie, etc. etc. Du coup, en termes de trajectoire carbone, ça nous permet d'aller chercher une décarbonation qui est presque totale du parc. Alors, je dis presque totale parce qu'aujourd'hui, vous voyez que vous avez ce petit bandeau d'électricité qui reste. Donc là, je vous montre encore une fois, hein, on est sur un aspect in the making, enfin, on est en cours de travail avec les autres secteurs. Cette trajectoire-là de baisse des émissions, elle devrait être actualisée une fois qu'on aura réussi à refaire le bouclage énergétique et à savoir comment on arrive à baisser le facteur d'émission de l'électricité. Et pour l'instant, on a bon espoir de réussir à le diviser par 4 ou 5 et donc de réussir à descendre sous cette courbe bleu ciel qui est la courbe proposée par la trajectoire de la SNBC, qui implique une diminution de quasiment de presque 8% par an de la quantité de gaz à effet de serre émise par le logement et d'arriver à une décarbonation quasiment totale du parc en 2050. Voilà, donc en tout cas, la trajectoire permet de le faire, mais on voit que c'est quand même assez juste, en fait, qu'on n'a pas beaucoup de marge par rapport à cette trajectoire, même si on arrivait à diviser largement le facteur d'émission de l'électricité, on ne pourrait pas beaucoup déroger à cette trajectoire qui est prévue. Dernier point, donc dernier axe sur le fait de décarboner l'axe constructif, les gestes constructifs, les actes constructifs et de mobiliser le bâtiment comme puits de carbone.
Je redonne quelques ordres de grandeur importants aujourd'hui. Déjà, le premier ordre de grandeur, c'est que, c'est ce qui est dans le petit tableau, la construction neuve est beaucoup plus consommatrice de matière et beaucoup plus émissive de gaz à effet de serre que la rénovation. On est dans des ordres de grandeur hein, de 10 à 20 sur la différence entre les deux. On a en fait, c'est le fait de quelques matériaux spécifiquement carbonifères qui vont vraiment générer la grande majorité des émissions. Aujourd'hui, c'est très largement le béton qui fait l'objet d'une analyse par ailleurs dans le PTEF et l'acier dont on a du mal à décarboner les process et qu'on utilise de manière assez massive. Vous voyez qu'il y a aussi tout un tas d'autres postes, dont l'isolation, dont les équipements, qui font une partie du reste du bilan carbone. Ce qui est important de voir là-dessus aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les impacts de la construction, ils sont importants. Aujourd'hui, on trouve peu de données quant à ces impacts-là pris en compte à l'échelle nationale, même si on commence à avoir pas mal de retours sur ces impacts à l'échelle d'un bâtiment du fait de la mise en place de la RE 2020 et des expérimentations qui l'ont précédé. On a peu de ces estimations et si on fait une estimation remontante, c'est-à-dire en partant du nombre de bâtiments, en leur attribuant un impact moyen et en multipliant tout ça, on trouve que le logement, il est autour de 7% de du bilan carbone national. Donc là, on ne regarde pas la même chose. Hein. Le logement, on le regarde en approche empreinte, mais si on veut le comparer typiquement au bilan carbone national, on serait autour de 7%. Donc pour le bâtiment, on serait probablement autour de 10%. Donc on est sur un sujet qui est vraiment pas négligeable. Pour autant, on a, comme disait Laurent tout à l'heure, on a des moyens hein, de le décarboner avec des modes constructifs et des matériaux qui sont plus bas carbone. Ça veut dire tout ça qu'on va probablement, avec la nouvelle réglementation, voir des modes constructifs un petit peu plus variés s'imposer dans le paysage. Au sein de ces modes constructifs, un nombre de matériaux et techniques conjugués qui sera aussi plus important, qui apportera plus de diversité, et peut-être même certaines filières un petit peu plus anecdotiques qui vont un peu se développer. Le tout avec probablement une pénétration des matériaux biosourcés qui ont en général le bon goût d'être plutôt bas carbone et en plus de permettre de stocker du carbone. Pour autant, on a aussi des matériaux traditionnels en tout cas, qui sont utilisés aujourd'hui, qui sont déjà bas carbone. Donc, c'est typiquement l'exemple qu'on a sur le graphique du bas avec la laine de verre, qui est un matériau qui aujourd'hui isole assez bien, avec une dépense en carbone assez faible et qui est assez accessible, en tout cas un petit peu plus que les matériaux biosourcés. Donc, on pourrait se poser la question d'aller, et puis en plus avec des fonctionnalités un petit peu différentes, hein, bien sûr, pour tous ces matériaux, ce n'est pas aussi simple qu'un chiffre à une dimension dans un graphique. Mais voilà, globalement, on pourrait se poser la question aussi à terme de se demander s'il ne faut pas encadrer la quantité de carbone qu'on va mettre dans les rénovations, parce qu'on va le voir sur un graphique après, même si une rénovation, je le disais tout à l'heure, ne dépense pas beaucoup de carbone en soi, la proportion dans laquelle on ambitionne de les faire fait qu'à la fin, dans l'absolu, au total, on a quelque chose d'assez élevé. Pour autant, il ne faut vraiment pas que ça freine la trajectoire de rénovation, qui est quand même bien plus importante en termes d'ordre de grandeur que ce sujet-là. Voilà. Et donc, pour vous présenter la partie plutôt matière de la trajectoire, on voit qu'avec ce qu'on proposait, avec ce qu'on anticipait aussi, on va dire, sur le nombre de constructions neuves, on va avoir une baisse de la consommation de matière qui est quasiment proportionnelle hein, à cette baisse de la construction neuve, même si on a aussi une transformation de la façon dont se répartit la matière avec de moins en moins de béton, donc de ciment de granulat, et puis de plus en plus de matériaux biosourcés. Si on zoome sur les matériaux biosourcés, c'est cette diapo-ci.
On voit que cette quantité de matériaux biosourcés qui sont intégrés dans chaque mètre carré construit, elle a plutôt tendance à augmenter en proportion au début. Et puis ensuite, comme sur la fin de la trajectoire, le nombre de constructions baisse, on a une pression, encore une fois, sur la ressource en biomasse pour le bois d'œuvre et le bois pour tous les produits bois utilisés dans la construction, qui revient à peu près en ordre de grandeur dans l'enveloppe actuelle. Et donc là encore, on n'impose pas de tension supplémentaire sur cette ressource en dehors d'un passage de transition qui a un pic autour de l'année 2030 ou un plateau autour de l'année 2030. Donc voilà, donc là-dessus, c'est plutôt positif par rapport à ce côté d'interaction avec les autres secteurs autour de la ressource biomasse. Et donc, du coup, si on regarde par rapport à notre trajectoire tout à l'heure sur les émissions de carbone de l'usage des bâtiments, donc qui est tracé ici en filaire en noir, on a une proposition, enfin une anticipation de la trajectoire de décarbonation de l'acte constructif qui serait la somme entre entre l'air bleu et l'air orange en bas, alors à laquelle on peut retrancher selon la façon dont on compte ce qu'on va réussir à stocker dans les bâtiments sur leur durée de vie, donc plusieurs dizaines d'années, ce qui est positif pour augmenter les puits de carbone. Là, ce graphique, je précise quand même qu'il est donné en ordre de grandeur parce qu'aujourd'hui, on manque quand même encore un petit peu de données sur le sujet de la construction. Donc, selon la façon dont on comptabilise, dont on prend en compte, on pourrait avoir des émissions qui baissent un petit peu, peut-être de 25% là, des aires bleues et oranges. Mais il faut voir quand même que entre usage des bâtiments et construction neuve qu'on rajoute chaque année au parc, on est sur des problèmes qui sont en ordre de grandeur, en importance comparable. Voilà, donc on ne peut pas décarboner complètement l'usage et ne pas s'occuper de la construction, par exemple. Voilà. Et voilà, donc j'ai à peu près fini avec la trajectoire proposée par le plan. Une rapide description du logement après transformation. Le logement après transformation, il ressemble pas mal au logement actuel, en fait, sauf qu'il est décarboné, il est libéré de sa dépendance aux énergies fossiles. Et puis, il consomme globalement assez peu d'énergie. Donc, on a de toute façon une vulnérabilité des ménages à la variation des prix de l'énergie et à la précarité énergétique qui est largement réduite. A priori, on a aussi amélioré notre résilience face aux événements estivaux, aux événements au climat chaud, au réchauffement du climat, parce qu'on a mieux isolé les logements. Donc, si ça, c'est bien fait, ça permet de s'isoler aussi en partie de la chaleur. Et puis, on a aussi installé quand même pas mal de pompes à chaleur, dont un certain nombre sont réversibles et viendront faire augmenter un petit peu les consommations d'électricité en été, mais dans des proportions qui restent raisonnables. Il faudrait qu'on l'ajoute au modèle. Et puis, du coup, une capacité à mieux se climatiser là où ça va être nécessaire, parce que ça va l'être pour certaines personnes, pour passer l'été dans des conditions acceptables. Voilà. Du coup, j'en ai à peu près fini avec la trajectoire. Je conclus, avant de passer à l'emploi, sur le fait que le modèle qu'on a utilisé, il sera bientôt partagé. Parce que, comme je le disais déjà, d'une part, on est dans une démarche, donc on a l'objectif potentiellement de réussir à l'actualiser, ce modèle, au fur et à mesure qu'on instruit les différents secteurs. Peut-être de remettre en cause à un moment les trajectoires si on voit qu'on n'arrive pas à reboucler l'ensemble des secteurs ensemble dans cette vision systémique. Et puis, il a aussi vocation comme ce rapport, à susciter la discussion à l'extérieur. Typiquement, le sujet de la construction neuve, qui je pense sera celui qui fera le plus réagir. Vous l'avez vu dans la présentation, on n'est pas forcément les premiers à l'avoir identifié, puisque au sein des simulations gouvernementales de la stratégie nationale bas carbone, on retrouve déjà des chiffres un peu similaires. Pour autant, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas dans le logiciel des acteurs de la construction que de construire moins. Pourtant, c'est un sujet qui est vraiment important puisque en termes d'emploi, 10 ans, c'est quasiment demain et ça me fait une transition avec le sujet suivant. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a quand même une nécessité de commencer à anticiper ça dès aujourd'hui et à copiloter cette trajectoire-là entre la puissance publique qui a plutôt les leviers sur la planification du nombre de logements qu'on va construire et puis les entreprises qui, elles, emploient directement les personnes. Et là, on le voit, même avec cette trajectoire modérée de réduction du nombre de constructions neuves,
on perd un nombre d'emplois qui est quand même assez important. On perd de l'ordre de 180 000 emplois, alors qu'avec la trajectoire très ambitieuse de rénovation qu'on propose, on en gagne à peu près 110 000. Donc, ça ne compense même pas tout à fait ce nombre d'emplois. Et donc, forcément, ça va poser des questions et ça ne va pas être simple pour tout le monde. On est sur un secteur où on a un certain nombre d'emplois qui sont communs entre neuf et rénovation. On aura des évolutions intrasectorielles qui seront possibles. Et puis, on aura certainement des nouveaux entrants qui vont arriver parce que ça mobilise aussi des compétences différentes, la rénovation de la construction. Il y a un certain nombre de montées en compétences nécessaires, de travail plus qualifié. Et donc, même si les temps d'apprentissage ne sont pas ceux qu'on retrouve dans la santé, par exemple, on a quand même quelque chose à anticiper ici. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà un peu débordé, mais en même temps, on avait un peu rogné avant moi. Et donc, je vais essayer de répondre à vos questions dans le chat pendant qu'on va commencer une petite table ronde